Des maths à des gamermaths, mes chers auditeurs. Je suis le Marveiler. Et je vous propose aujourd'hui, exceptionnellement, un extrait de Moisarvois numéro 20 portant sur la culture bretonne. Et en particulier sur l'incidence qu'aura eu le mariage forcé d'Anne de Bretagne au roi de France Charles VIII sur la diplomatie et l'histoire européenne. Pour retrouver la version complète de Moisarvois, au cours duquel nous parlons notamment des élections américaines et de la manière dont elles ont été perçues en Europe, n'hésitez pas à aller suivre le lien dans la description. Bonne écoute. Eh bien, nous revoici après cette seconde pause musicale et nous allons parler de la Bretagne qui a eu un rôle à jouer dans l'histoire. Et oui, et ce n'est pas peu de le dire. En effet, nous allons parler de la manière dont, l'invasion et l'annexion de la Bretagne par la France en 1488. Alors, j'arrête tout de suite les spécialistes qui vont venir nous dire oui, mais non, mais l'annexion, c'était pas tout de suite, ça a été une union personnelle, etc. Je sais. Mais de la manière, en tout cas, dont l'invasion de la Bretagne a eu une influence réelle, non seulement sur l'histoire de l'Europe, mais aussi sur les relations européennes qui ont suivi. Puisque, quelque part, aujourd'hui, si on interroge beaucoup de gens, je pense que vous n'allez pas être en désaccord avec ça, et qu'on leur demande quel effet a eu l'invasion de la Bretagne par la France sur la politique européenne, ils nous diront pas beaucoup. Voire, c'est un événement qui est passé inaperçu. Il s'est rien passé, quoi. Eh bien non, parce que nous allons parler du mariage d'Anne de Bretagne avec Maximilien d'Autriche. Ne brûlons pas les étapes, mais oui, tout à fait, c'est cet aspect-là qui va être extrêmement important à développer. Puisque, effectivement, si vous connaissez dans une certaine mesure l'histoire de la Bretagne dans courant fin du XVe siècle, donc vous savez, je vous la fais de manière assez brève, que Anne de Bretagne avait été promise à Maximilien d'Autriche, donc qui était l'actuel empereur d'Autriche et actuellement empereur du Saint-Empire. Donc, suite à la fuite du futur roi de France Louis XII en Bretagne, et une lettre extrêmement insultante envoyée par le roi de France à la cour de Bretagne exigeant son retour, et le refus conséquent du duc de Bretagne d'accéder à cette requête, eh bien effectivement la France a attaqué et envahi la Bretagne, donc au cours d'une guerre qui a été baptisée la guerre folle, mais qui n'était peut-être pas si folle que ça au final, et qui s'est terminée par une victoire française in extremis, due notamment à la bêtise crasse du dauphin Louis XII qui se battait dans les armées bretonnes. Je reviendrai dessus à l'occasion si je ne l'ai pas déjà fait. Au terme de cette défaite, l'humiliant traité du Verger a été signé contre le duc de Bretagne. L'une de ses provisions, c'était que la duchesse de Bretagne, la fille du duc de Bretagne, donc la future Anne, ne pouvait pas se marier sans le consentement du roi de France. Ce qui était bien entendu complètement absurde, considérant qu'elle était déjà mariée à Maximilien d'Autriche, mais donc le roi de France, par des magouilles et des arguties juridiques, a fait annuler ce mariage et a organisé son propre mariage avec la duchesse en provision du traité du Verger. Donc tout ça pour soumettre, entre guillemets, par un acte d'ailleurs, entre parenthèses, absolument inique, la Bretagne une bonne fois pour toutes. Dans l'iconographie, on imagine que cet événement est passé totalement inaperçu en Europe. Eh bien, en réalité, quand on fouille un peu les archives et qu'on connaît un peu l'histoire, on réalise assez rapidement qu'il n'en est rien. Alors avant tout, je vais me permettre une petite parenthèse. Je pense que vous avez tous, moi compris, voyagé à l'étranger, et que vous avez tous pu constater la différence de traitement que vous recevez quand les gens pensent que vous êtes français, par rapport à après que vous leur ayez précisé qu'en fait non, vous êtes breton. Oui, ça le fait dans plusieurs pays, y compris au Japon, tout de suite quand on leur dit vous êtes français, il y a, il y a- il y a un certain prestige dans les yeux des gens et quand tu leur dis en fait que non, ah bah tout de suite c'est un peu moins, ça s'évapore un peu en fait. Ou à Oui, tout l'inverse, à dans fait. certains pays, au contraire, où les Français sont mal vus, et quand tu lui dis que t'es breton, ah bon, d'accord, alors ça va.
Oui, mais là, c'était plus le cas positif, mais effectivement, le côté négatif peut marcher aussi. Oui, Et c'est ça que on l'a expérimenté en plus il y a quelques mois. tout à fait, lors du voyage en Flandre. Ouais. Et j'ai entendu, moi je l'ai expérimenté en Irlande, pour le coup. J'ai une personne qui m'a évoqué récemment qu'elle avait eu une expérience semblable en Suède. Et je pense que c'est loin d'être un cas isolé. Donc c'est assez intéressant de voir qu'en fait, il y a une espèce quand même on pourrait dire, de mémoire inconsciente qui est restée en fait dans l'esprit de la plupart des peuples européens, de cette distinction en fait entre le français qui est perçu comme un impérialiste vaniteux et du breton qui, lui, est perçu justement de manière beaucoup plus sympathique, à contrario. Et c'est très intéressant de le constater parce que ça pourrait bien être en bonne partie dû justement à cet événement et aux relations internationales qui ont entouré eh bien, ce faux mariage inique et ses suites. Parce que de manière très intéressante, cela a eu des conséquences, et ce sur le long terme. Je pense que je ne vous apprends pas grand-chose si je vous rappelle la bataille de Pavie, qui a eu lieu en 1525, qui en général d'ailleurs dans l'enseignement de l'histoire par les Français est toujours éclipsée au profit de la fameuse bataille de Marignan de 1515, qui est une victoire incroyable contre les Suisses. Voilà. Donc de cette défaite humiliante, cuisante et écrasante qui a été infligée aux Français par les armées du Saint-Empire romain germanique de Charles Quint. Et donc, je pense ne pas vous apprendre grand-chose en vous disant que Charles Quint haïssait François Ier de France. Parce qu'il faut savoir que lorsque Charles Quint a capturé François Ier à Pavie, il l'a enfermé dans des prisons, il l'a maltraité, il faut dire ce qui est, il l'a maltraité, il l'a enfermé dans des prisons, il l'a baladé de geôle en geôle, et de manière générale, il ne l'a libéré qu'au bout d'un an, avec des conditions de libération qui étaient extrêmement humiliantes pour ce roi de France bouffi d'orgueil et de mépris, il faut le dire. Et cette haine puissante, très puissante, qu'avait conçue Charles Quint, et qu'avait conçue d'ailleurs également une part non négligeable, même très importante, des peuples allemands et autrichiens à l'encontre des Français et à l'encontre du roi de France, eh bien, elle vient justement de toute cette affaire avec Anne de Bretagne. Eh bien, c'est vrai que c'est une histoire méconnue de la Bretagne. Moi-même, je n'en avais pas encore eu vent, mais c'est bien d'être au courant. Parce que, en fait, il faut savoir que le fameux mariage que moi je considère toujours illégitime entre Anne de Bretagne et Charles VIII de France, en fait, il n'a pas rompu qu'un seul mariage. Il faut le savoir, il en a rompu deux. D'abord, le mariage entre Maximilien d'Autriche et Anne de Bretagne, mais aussi le mariage entre Marguerite d'Autriche et Charles VIII de France. Et il faut savoir que en droit international, et notamment de l'époque de la fin du Moyen Âge, début de la Renaissance, la rupture d'un mariage, une promesse de mariage, c'est une insulte diplomatique. Et une insulte diplomatique grave. Parce que les mariages royaux étaient des choses extrêmement sérieuses. Et c'est une insulte diplomatique grave qui conduit effectivement à un casus belli. Et donc imaginez ce que ça représente comme insulte quand, au nom des prémices de l'impérialisme français, vous rompez non pas un, mais bien deux mariages. Imaginez. Eh bien, je crois que cette histoire ne restera pas sans suite. Oui, tout à fait. Je vais vous lire 4 passages rédigés par des Allemands, que vous pouvez trouver d'ailleurs dans le dernier livre rédigé par le docteur Melenek, et qui sont à ce sujet extrêmement éclairants. Donc le premier, ce serait le chancelier de Maximilien, donc de Maximilien d'Autriche, Carondelet, qui aurait dit, donc on parle au conditionnel, attention, euh, qui aurait dit « Le roi de France n'a pas plus respecté son propre honneur que celui du roi des Romains, donc entendre Maximilien d'Autriche, et de l'archiduchesse Marguerite dans l'outrage qu'il voudrait en vain justifier. La maison d'Autriche n'oubliera jamais cette injure, et elle saisira le temps et l'occasion d'en prendre une vengeance aussi éclatante que légitime. » En effet, en 1508, un écrivain allemand, donc nommé Hans Schneider, il écrit le roi de France fit enlever la demoiselle, donc là il parle d'Anne de Bretagne, à main armée contre sa volonté et son honneur.
Où vit-on en pays allemand un roi ou un empereur tolérer une telle honte? Le sang d'Autriche aura sa revanche, lui qui ne fut jamais déloyal, mais toujours noble et généreux. Donc en 1525, un autre auteur allemand écrit « Elle est bien vengée aujourd'hui la demoiselle de Bretagne, car Dieu nous a donné la victoire à la suite de l'emprisonnement de François Ier à Pavie. » Et enfin, en 1519, une délégation autrichienne qui se rend à la cour de Charles Quint et Guillaume de Chièvre déclare « L'empereur Maximilien nourrit une haine éternelle à l'égard des Français parce qu'ils lui ont pris sa femme, la duchesse de Bretagne, et qu'ils lui ont renvoyé sa fille Marguerite, qui était promise au roi Charles mais n'était pas encore nubile. C'est pour cette raison que l'empereur cherche par tous les moyens à se venger des Français et à guerroyer contre eux. » Je pense que ces 4 passages que nous venons d'entendre sont extrêmement parlants. En fait, si vous interrogez des gens sur les origines de la rivalité franco-allemande, mais aussi de la rivalité franco-autrichienne jusqu'à après les guerres napoléoniennes, beaucoup de gens soit seront incapables de vous répondre, soit ils vous parleront de l'Alsace-Lorraine. En fait, la question de l'Alsace-Lorraine, c'est une question qui date de 1650, environ, du milieu du XVIIe siècle, qui fait suite à l'invasion et à l'occupation de l'Alsace, qui était un territoire du Saint-Empire, par les Français. En fait, la rivalité franco-allemande et franco-germanique en général est plus ancienne, plus durable et plus profonde, puisqu'elle date de cet événement, du mariage forcé de la duchesse Anne de Bretagne avec le roi de France Charles VIII, au nom de l'impérialisme français, en rejet et en insulte diplomatique, violente, forte, eh bien, de ces pays européens qu'étaient notamment l'Autriche et le Saint-Empire romain germanique. Et du droit international, comme tu l'as dit. Exactement. Donc, comme je l'ai évoqué, ces 4 passages et cette révélation absolument fracassante, eh bien, sont extraites du livre Invasion et Annexion du docteur Louis Mélènec, qui cite pour sa part les archives des cours, notamment des cours princières d'Autriche et d'Allemagne. Et c'est très intéressant à voir, c'est très important à comprendre, à observer cette virulence, en fait, parce que vraiment, c'est ce qu'on observe. Parce que, comme on peut le voir, ce n'est pas juste le prince d'Autriche qui conçoit du ressentiment contre le roi de France parce que le roi de France lui a volé sa femme. C'est le peuple et la cour, le peuple et les princes autrichiens et allemands qui conçoivent, à travers cette insulte qu'on fait à leur prince bien-aimé, un ressentiment inconcevable contre l'arrogance et le mépris français. Ouais, c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'opinion populaire, un truc comme ça, quoi. Oui, on peut dire ça comme ça. On peut dire que c'est l'opinion populaire, qui de la même manière, la haine tenace qu'ont éprouvée les Bretons contre les Anglais à partir du début du IIIe siècle était du même tonneau. C'était une opinion populaire très forte, très tenace, qui est restée pendant très longtemps à partir d'un événement qui a été jugé comme une insulte absolue. En l'occurrence, là, il s'agissait du meurtre d'Arthur de Bretagne par Jean Santerre. Et là, effectivement, cette double rupture de mariage qui a provoqué, en fait, l'anéantissement des relations franco-autrichiennes et franco-allemandes pendant des siècles. Donc comprendre, en fait, que cette invasion de la Bretagne par la France n'a pas été du tout vécue comme un acte anodin en Europe occidentale. Bien au contraire. C'est En tout quelque cas, chose... à l'époque, les gens considéraient que faire un affront à leur propre souverain, c'est faire un affront à leur propre peuple, en fait. Il y a vraiment une identification à travers leur roi, leur duc, ce qui pouvait leur arriver à eux, en fait. Si on insultait leur roi, c'est eux qu'on insultait. Donc, Absolument. Et effectivement, c'est ça, quoi. C'est une donnée très importante à comprendre, effectivement, là-dessus, c'est cet attachement mystique, on pourrait dire, hein, quasi, oui, mystique de la population à leur souverain. Lorsque le souverain est estimé légitime, c'est un détail qui est important, lorsque le souverain est perçu comme légitime par la population, s'en prendre au souverain, c'est s'en prendre à sa population, c'est s'en prendre à son peuple, en fait. Et parce qu'il y avait dans cet aspect de la relation du souverain à son peuple quelque chose d'extrêmement familial, en fait. Hein. Je pense que
Si vous êtes normalement constitué et que quelqu'un s'en prend à votre père, euh, vous allez le vivre durement, vous allez le vivre que vous allez être touché, attaqué vous-même dans votre chair, alors que même que vous n'êtes pas on pourrait dire la victime première de ce dont souffre votre père. Et bien c'est une relation analogue qu'il y a effectivement entre le souverain autrichien qui est doublement insulté par l'arrogance du roi de France et effectivement ces sujets eh bien, qui attendaient avec vraiment beaucoup d'anticipation cette union entre leur souverain bien-aimé, en fait, parce que Maximilien était un souverain qui était apprécié de son peuple, entre ce souverain bien-aimé et effectivement cette princesse bretonne qui venait d'un pays qui était à l'époque bien considéré dans les cours européennes, qui n'était pas la France. Donc, pour conclure, c'est vraiment important en fait de réévaluer la situation de la Bretagne jusqu'à son occupation par la France à sa juste valeur. Même la Bretagne médiévale n'a jamais été une parenthèse, elle n'a jamais été une virgule dans l'histoire. Elle a eu un rayonnement international qui était bien réel. Elle a eu une destinée au niveau diplomatique, au niveau économique, au niveau culturel, à tous les niveaux, en fait, une destinée dont la France, en l'envahissant et en la privant de sa liberté, l'a privée de manière extrêmement brutale. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre et qu'il faut bien réaliser. D'une part, c'est que ça permet également d'éloigner l'argument de certains royalistes français qui viendraient vous dire oui, mais la Bretagne était bien, elle était très bien quand c'était un roi qui régnait en France. Pour le bien de la Bretagne, il faudrait qu'un roi revienne en France. Mais en fait, Oh non. bah, sur le sujet du royalisme, ne t'en fais pas. Je pense qu'il y aura pas grand monde à venir te chercher des poux, hein, parce que ces gens ne représentent plus grand-chose. Donc bon. Ah bah, tu serais surpris, hein. Il y a encore des groupes qui sont assez virulents et qui, d'ailleurs, des groupes qui ont interagi avec le second parti national breton dans les années 30 et de manière assez violente. Il y a eu des accrochages violents, enfin des attaques violentes menées par les camelots du roi contre les militants du parti national breton dans les années 20-30. Oui, lors de la seconde, oui, j'ai cru comprendre qu'il y Avant la avait eu seconde. quelques groupes, Non, enfin quelques avant la troubles. seconde, avant la seconde en fait. Avant Avant la la seconde. seconde, Ouais. d'accord. Parce que forcément, c'était l'époque en fait où les camelots du roi et l'action française étaient à leur apogée. Et bah, en fait, forcément, ils ont tenté de rameuter en Bretagne comme partout, hein, en fait. Et forcément, ils se sont retrouvés aux prises avec les militants du Parti national breton, que eux, en fait, le retour d'un roi sur le trône de France n'intéresse pas spécialement. Et d'ailleurs, à cette occasion, c'est assez drôle parce que contre les camelots du roi, les militants du Parti national breton ont trouvé un allié étonnant et inattendu en la personne des socialistes et du Parti socialiste en Bretagne, contre les camelots du roi. Ce qui est quand même assez remarquable, comme quoi les alliances politiques se font parfois de manière assez inattendue. Mais Oui, c'est vrai qu'en général, en politique générale, les alliances se font en général entre les extrêmes pour contrebalancer ou lutter contre le centre. Mais là, non. Oui, c'est assez notable pour être souligné, je pense. Mais oui. oh bah oui, et pas que ça. Mais voilà, c'est intéressant en fait de constater que, en fait, à travers cette histoire et un certain nombre d'autres, c'est pour ça d'ailleurs que le livre du docteur Mélènec est important, que je pense qu'il faut le lire, Invasion et Annexion, parce qu'en fait, c'est une destruction précise, volontaire, systématique de la prétention française, qu'elle soit monarchique ou républicaine d'ailleurs, en Bretagne. Et effectivement, ce récit, donc vraiment en grande partie tiré de ce livre, en est vraiment une parfaite illustration, quoi. Dans l'absolu, j'ai rien contre les monarchistes, hein, au contraire, hein, Bah, tu je ferais mieux pense parce que qu'on j'en suis un, on donc peut quand même leur tendre la main. Il faut quand même être solide sur nos appuis et dire que non, non, vous n'avez aucune revendication en terre bretonne, hein. en fait, si tu veux, ce Faut, qu'on peut faut, préciser, faut c'est oublier. dire que nous ne sommes pas hostiles aux monarchistes français parce qu'ils sont monarchistes, nous leur sommes hostiles parce qu'ils sont français. Si quelque part, c'est aussi simple que ça. Voilà. Que cette histoire, en fait, que nous avons racontée est, au bout du compte, révélatrice, en fait, de l'absence de légitimité française sur la Bretagne, et accessoirement du rôle que jouait la Bretagne, notamment dans les relations, dans les cours en Europe occidentale. La Bretagne était vraiment perçue comme une plateforme commerciale à caractère vraiment neutralisant, qui a une sorte
voilà, d'espace péninsulaire qui aurait pu, en fait, être une sorte de Suisse maritime et devenir un lieu de rencontre entre les puissances européennes. Ça ne s'est pas fait à cause de l'impérialisme français qui a été condamné par toutes les cours européennes. C'est l'impérialisme français contre la Bretagne, ça a été la première raison de l'isolation de la France en Europe. Donc pour conclure, pourquoi est-ce qu'on vous parle de tout ça? C'est que il est important de connaître notre histoire. Il est important de comprendre également les données politiques, sociologiques, historiques, en fait, de toutes ces composantes qui nous ont conduits à l'endroit et à l'époque où nous sommes actuellement, et pour comprendre aussi d'où nous venons, puisque savoir qui nous sommes et d'où nous venons, ça reste le meilleur moyen de lutter contre la propagande mensongère qui est émise quotidiennement par l'État français. Des simples faits peuvent, dans l'esprit d'un homme, fracasser la machine.